Où travailles-tu? Où tu travailles? Oui, merci pour ça. Moi, je travaille en France et au Cameroun. Je suis attaché à l'unité de rythmologie du CHU de Toulouse et j'exerce également au Cameroun sous forme de mission dans un centre privé pour faire de la cardiologie interventionnelle. Très bien. Et Cameroun, docteur Timou Bekoti Jean travaille au centre de cardiologie interventionnelle de Douala, Cameroun, comme professeur docteur Aimé Boni. Oui? Oui. OK. Aujourd'hui, c'est le cours de cas clinique d'ablation d'une voie accessoire. Oui. Commence. Oui. Je remercie le professeur Mervat, le professeur Boni et le professeur Ngueta de nous avoir donné l'opportunité de partager avec nos collègues nos expériences sur la pratique de l'électrophysiologie en Afrique. Donc, bien sûr, je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Je me suis quand même permis, malgré le fait que la présentation a été axée sur des cas cliniques, je me suis permis de faire quelques rappels, parce que, étant donné qu'on a un auditoire très variable, avec un niveau de connaissance qui diffère des praticiens à un autre, je voudrais que mon topo soit le plus illustratif possible et faciliter la compréhension. Donc, en général, on a peut-être déjà parlé des voies accessoires ou pas dans les cours de cette année. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que c'est une pathologie dont on ne connaît pas vraiment la prévalence. Ce qu'on sait, c'est que c'est parfois responsable d'environ 16% des tachycardies ventriculaires, qui représentent elles-mêmes environ 1% des populations pédiatriques. Ça, c'est les chiffres aux États-Unis entre 2000 et 2010. En Afrique, on n'a pas vraiment de données. On a actuellement un registre coordonné par le professeur Boni et le docteur Lamia d'Égypte qui est en place. Ce sont des anomalies qui découlent souvent d'une embryogénèse incomplète des anneaux atrioventriculaires. La première description remonte à 1928. On a plusieurs types de fibres atrioventriculaires. Les plus connus sont bien sûr les faisceaux de Kent, mais il existe également des fibres de Mayem qu'il faut savoir reconnaître parce que sur le plan du diagnostic électrophysiologique et de l'ablation, la stratégie n'est pas exactement la même. La plupart des faisceaux de Kent ont une conduction dans les deux sens, qui est souvent non décrémentielle, à l'exception de quelques fibres, qu'on oppose ainsi à la conduction nodoïcienne, qui, elle, par contre, elle est décrémentielle. Généralement, il y en a très peu qui ont une conduction antérograde pure, c'est-à-dire des oreillettes vers les ventricules. En général, ils ont une conduction rétrograde dans plus de 50% des cas. C'est pour ça qu'en général, elles donnent des tachycardies par réentrée dites orthodromiques dans 90% des cas, et que les tachycardies dites antidromiques ne représentent environ que 3 à 8% des cas. Et lorsque vous avez un faisceau accessoire associé à des crises de tachycardie, ça définit ce qu'on appelle le syndrome de Wolff-Parkinson-White. Il faut savoir quand même que 50% de ces patients qui ont des faisceaux accessoires vont présenter de la fibrillation atriale. C'est souvent l'apanage des sujets jeunes, indemne de toute cardiopathie structurelle. Ce sont des fibrillation atriale à conduction rapide avec un risque de mort subite par fibrillation ventriculaire qui est important. Il faut également savoir que les voies accessoires peuvent être multiples, notamment dans la maladie d'Epstein, donc un train peut en cacher un autre. Il s'agit du travail d'une équipe vietnamienne en 2017 publiée dans Interventional Cardiology qui a repris un peu à peu près ce qu'on savait déjà de la localisation des voies accessoires. Les plus importantes sont les latérales gauches et fort heureusement parce que c'est peut-être les plus faciles à ablater, mais il faut savoir également qu'il y a des voies accessoires latérales droites, postérieures, postéroceptales, antéroceptales, bref, autour des anneaux mitraux et tricuspidiens, on peut avoir une localisation d'une voie accessoire et il faut savoir aller les chercher. Les mécanismes par lesquels les voies accessoires donnent des tachycardies, on a
Hormis la fibrillation atriale qui représente une entité particulière, les voies accessoires sont en général responsables de deux formes de tachycardie. Soit c'est une tachycardie orthodromique où l'influx nerveux descend par la voie accessoire et descend par la voie nodale et remonte par la voie accessoire. Ça donne généralement des tachycardies à QRS fin. Et le challenge, bien sûr, le différentiel entre les tachycardies atriales et des réentrées intranodales. Soit l'influx nerveux descend par la voie accessoire et remonte par la voie nodale, c'est dit tachycardie antidromique avec des tachycardies régulières à QRS fin, à QRS large, dont le challenge est le diagnostic différentiel des tachycardies ventriculaires. En ce qui concerne la fibrillation atriale et les voies accessoires, cette quantité un peu particulière, il faut savoir en fait que c'est l'expression d'une arythmie type fibrillation atriale par l'intermédiaire d'un faisceau accessoire à conduction antérograde. C'est l'urgence rythmique majeure avec un risque de fibrillation ventriculaire qui est non négligeable. Il faut savoir que 50% des patients qui ont une voie accessoire vont faire de la fibrillation atriale. Les recommandations de l'ESC de 2019 ont fait une mise à jour sur la prise en charge de ces patients. Et concernant le mécanisme, il faut savoir qu'on ne sait pas exactement pourquoi les patients qui ont une voie accessoire vont faire de la fibrillation atriale. Plusieurs auteurs ont travaillé là-dessus, mais au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas réellement expliquer pourquoi est-ce qu'une voie accessoire va générer de la fibrillation atriale. Ce d'autant plus qu'en fait, une fois qu'on a fait l'ablation d'une voie accessoire, il y a quand même 24% des patients qui vont faire de la fibrillation atriale paroxystique, dont la question reste posée. J'ai remis quand même cette diapositive des guidelines qui reprennent un peu les différentes stratégies en fonction d'une voie accessoire quand elle est responsable d'une tachycardie ou d'une voie accessoire de découverte fortuite. Lorsque la voie accessoire est responsable de tachycardie, en général, si le patient est symptomatique avec des crises récurrentes, il faut l'ablater. C'est une indication de classe 1 avec un niveau de preuve B. Lorsque la voie accessoire, par contre, est découverte de façon fortuite, il faut évaluer le risque lié à cette voie accessoire. Et la stratification du risque, il existe une stratification invasive du risque, ce qui est le plus souvent recommandé, et il existe une classification non invasive du risque qui a quand même un niveau de preuve acceptable. Et lorsque la voie accessoire est dite à haut risque, il faut faire une ablation. Et l'ablation, bien sûr, est recommandée avec un niveau de preuve 1 et classe B pour les voies accessoires à haut risque. Et ce qu'on appelle voie accessoire à haut risque en général, c'est une voie accessoire qui a une période réfractaire, c'est-à-dire la capacité de la voie accessoire à conduire des extrastimuli qui est inférieure ou égale à 250 millisecondes, ou alors lorsqu'en cas de fibrillation atriale, vous avez l'intervalle RR préexcité le plus court qui est inférieur à 250 millisecondes. Maintenant qu'on a fait ces quelques rappels, on va présenter quelques cas cliniques. Le premier, c'est celui d'une fibrillation atriale préexcitée. En fait, il s'agit d'un patient togolais. Le Togo, c'est situé en Afrique de l'Ouest, tout juste à côté du Bénin. C'est un patient âgé de 54 ans qui vit au Togo et qui nous est adressé au Cameroun pour une ablation de faisceau de Kent. Son histoire naturelle est faite d'épisodes récurrents de palpitations sans trouble du rythme mis en évidence. En juin 2021, en pleine nuit, il est réveillé par des palpitations, douleurs thoraciques, sensation de mort imminente. Il est rapidement amené au CHU. Un diagnostic de fibrillation atriale préexcitée est posé avec un retour en rythme coronaire. Les coronaires sont saines. Il n'a pas vraiment d'antécédents familiaux et finalement, il est mis sous flécaïne et anticoagulé par du rivaroxaban. Son examen physique est plutôt normal. Il n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque, pas d'anomalie particulière. Ses tensions artérielles sont plutôt correctes. Son électrocardiographie. Il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui voilà. On ne dirait peut-être pas Mohamed de couper son micro.
عليه قال سي بون حكيت معاه انت يلم لي نتاع واحد كامل لا اسمعني انا سالك ساعه 200 300 احسب لي قد تسالني باش نفهم الواحد باش نجم كل راس على خاطري انا Mute your micro. Mutez le micro. L'électrocardiogramme est celui-ci. Je ne sais pas si quelqu'un veut le commenter ou pas. Ben, sinon, je pourrais dire de façon analytique, on peut dire qu'il s'agit d'une tachycardie irrégulière à QRS large qui doit faire normalement évoquer à peu près 3 diagnostics. Soit vous avez une fibrillation atriale sur un bloc de branche organique ou fonctionnelle, soit vous avez une fibrillation atriale sur une voie accessoire. Et fait maintenant, une fois qu'on pense qu'il s'agit d'une fibrillation atriale, pensez à regarder l'intervalle RR le plus court que je vous ai mis ici, qui est autour de 280-300 millisecondes. Une fois que l'ordinateur a planté, voilà. Une fois que le patient a été réduit par amiodarone, ça c'est son électrocardiogramme de surface. Vous pouvez deviner aisément un rythme sinusal avec un PR court, un empattement du pied du QRS. On reviendra sur l'échocardiogramme pour le diagnostic topographique. J'ai mis ces slides de l'ESC 2019. Je tiens quand même à préciser qu'il existe une pléthore d'algorithmes qui permettent de différencier et qui permettent de faire un diagnostic topographique des voies accessoires. Chacun de ces algorithmes avec ses limites. Aucun de ces algorithmes n'est parfait. Ils sont vraiment à titre indicatif et le diagnostic topographique, il est électrophysiologique. Sur l'algorithme, moi, personnellement, ce n'est pas celui que j'utilise le plus. Moi, j'utilise plutôt celui-ci, mais les algorithmes, ils se rejoignent. En général, la première étape de l'algorithme consiste à dire comment est le A ou B. On peut également regarder les dérivations inférieures. Combien de dérivations sont positives en inférieur? Si vous avez 3 dérivations positives en inférieur, en général, la préexcitation vient du haut, elle est latérale gauche. Si vous avez 3 dérivations positives en inférieur, il faut chercher entre les positions antérieures à droite ou les positions mid-septales. En général, c'est facile. Si vous avez les 3 dérivations qui sont négatives, le jackpot, elles sont généralement postéro-septale gauche ou postéro-septale droite. Et si vous avez une des 2 dérivations ou une des 3 dérivations qui est négative ou qui n'est pas positive, c'est en général que la question peut se poser. Donc, une fois qu'on a revu cet algorithme, je ne sais pas si vous l'avez tous mémorisé, on peut repartir sur notre électrocardiogramme de surface pour regarder à peu près où se situe cette voie accessoire. Effectivement, on remarque que cette voie accessoire, elle est plutôt positive en V1, donc un peu comme si c'était un retard 3, ça vient du ventricule gauche. Quand on regarde, on se rend compte qu'elle est négative sur 2 dérivations inférieures, donc en D2 et en AVF, donc on a 2 sur 3 qui sont négatives. Donc on n'est ni très latéral haut, on n'est ni très postérieur, on est probablement au milieu. Et après, en général, ce qu'il faut faire sur les voies accessoires gauche, il faut regarder le rapport entre le D1 et le V1. Une fois que le rapport entre le D1 et le V1 est supérieur à 1, on est en général à ce niveau postéro-latéral gauche. Voilà, une fois qu'on a fait le diagnostic topographique, on se dit, OK, on a une voie accessoire a priori postéro-latérale gauche. L'avantage que ça a, c'est qu'une fois qu'on va au diagnostic électrophysiologique, on a une idée sur la voie d'abord qu'on va choisir. Et en fonction de l'expérience des centres, par exemple, certains centres font des ablations pour avoir aortique rétrograde sur les voies accessoires latérales gauche, alors certains centres font des abords transseptaux. Donc, nous, par exemple, on est plus habitué à faire des abords aortiques rétrogrades. Donc, c'est vraiment important pour nous de savoir que cette voie accessoire
elle est latérale, elle est a priori gauche. D'emblée, on sait qu'on partira sur un abord artériel. Donc, on a démarré l'exploration électrophysiologique de cette voie accessoire. Je tiens à préciser qu'ici, on est dans le cadre d'un patient qui a fait une fibrillation atriale préexcitée. Donc, c'est une recommandation de classe 1 pour une ablation. Donc, on démarre un examen, mais on sait que le endpoint sera de toutes les façons l'ablation de la voie accessoire. Ici, et maintenant, les stratégies se valent un peu. Nous, on démarre en étudiant bien sûr la période réfractaire antérograde puis rétrograde de la voie accessoire, mais ici, ce qu'on utilise souvent, c'est la condition 1 pour 1 en stimulant de façon antérograde la voie accessoire et en regardant jusqu'à quel point est-ce qu'on peut conduire des influx en 1 pour 1. Bien sûr, il faut avoir des palettes de défibrillation branchées parce que vous avez un risque de passage en fibrillation atriale et donc de dégénérescence en arythmie ventriculaire. Et là, vous voyez que cette voie accessoire est conduisant en 1 pour 1 jusqu'à 200 battements par minute. Et en plus, en stimulation rétrograde, on a pu déclencher des tachycardies. Ce qu'on remarque ici, c'est que c'est une tachycardie régulière à QRS fin. Contrairement à l'ECG d'admission du patient où il était arrivé avec une préexcitation et une arythmie plutôt type fibrillation atriale préexcitée. Et on remarque ici sur les sondes dans le sinus coronaire que l'activation, elle est distale vers le proximal avec un VA, c'est-à-dire l'intervalle entre le ventricule et l'oreillette qui court. Ça laisse supposer effectivement qu'on a une voie accessoire qui est plutôt a priori latérale. Mais bien sûr, ça dépend de la position de la sonde dans le sinus coronaire. Effectivement, notre sonde dans le sinus coronaire, vous voyez qu'elle n'est pas très latérale haute dans le sinus coronaire. Elle est plutôt dans une veine a priori un peu postérolatérale. Et ça, c'est un abord aortique rétrograde avec on aborde en fait l'anneau mitral par la voie aortique rétrograde. Vous avez une sonde positionnée sur le IS, une sonde décapolaire dans le sinus coronaire et sur la primodépolarisation lorsque le patient était en tachycardie. Si vous vous souvenez, on avait vu que l'électrode la plus proche du ventricule était au niveau du sinus coronaire distal. Donc, c'est normal qu'on essaye de se positionner à cet endroit-là puisque c'est a priori à cet endroit que se trouve la primodépolarisation atriale pendant la tachycardie. Et donc, les critères d'efficacité de positionnement sur l'anneau mitral, alors plusieurs critères sont décrits. Ce qui est, je pense à mon avis que le critère le plus important, c'est la précocité de la dépolarisation ventriculaire par rapport à l'ECG de surface. Lorsque vous réussissez à vous positionner sur un site où vous avez une fusion entre l'oreillette et le ventricule avec un électrogramme endocavitaire qui précède l'ECG de surface, vous êtes a priori sur le bon site, et ce qui est conforté par l'aspect QS en unipolaire. Une fois que vous êtes sur le bon site, l'ablation de la voie accessoire, c'est une ablation de précision. C'est un on ou off. Ou vous êtes sur le site optimal, ça marche, ou vous ne l'êtes pas, ça ne marche pas, et ce n'est pas la peine d'essayer d'ablater parce que vous allez créer de l'œdème, vous allez avoir des faux résultats positifs, et vous allez avoir des récidives précoces. Donc, c'est important de bien mapper le site efficace, avoir tous les critères, la fusion entre l'oreillette et le ventricule, ce qui n'est pas forcément le critère le plus important, la précocité par rapport à l'ECG de surface, qui est quand même le critère qu'il faut rechercher, et après, l'aspect QS en unipolaire. Une fois que vous êtes sur ce site, vous démarrez la radiofréquence et vraiment, alors ce qui est décrit dans la littérature, c'est qu'il faut que la voie accessoire disparaisse en moins de 10 secondes. Si vous avez plus de 10 secondes à faire disparaître la voie accessoire quand vous voulez, vous avez probablement un risque de récidive qui est important, vous n'êtes pas sur le site efficace. Et ici, vous remarquerez que lorsqu'on démarre l'ablation, d'un battement à un autre, on réussit à inverser la séquence, notamment qui est très visible en VF, avec d'ici une onde P qui est fusionnée au QRS et on voit l'intervalle PR apparaître avec disparition de la préexcitation. Et après, il faut vérifier, bien sûr, les critères de succès de l'ablation. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attend pendant 25 à 30 minutes, histoire de bien nous assurer que la voie accessoire ne réapparaît pas. Et après, on teste de façon antérograde et rétrograde. Ce qui est sûr, on nous a dit la condition antérograde, elle n'est pas présente dans tous les cas.
ici, elle était présente. La conduction rétrograde est souvent celle qu'on retrouve la plus. Et donc, nous, systématiquement, on fait un testing en conduction rétrograde, on stimule le ventricule et on regarde si l'oreillette est dissociée. Et ici, effectivement, quand vous stimulez le ventricule, vous avez cette oreillette. Quand vous stimulez le ventricule, vous n'avez pas d'oreillette. L'oreillette est dissociée du ventricule. Ça signifie qu'il n'y a plus de conduction rétrograde chez ce patient. Et ça, ce sont les électrocardiogrammes avant et les électrocardiogrammes après l'ablation. Je ne sais pas si on garde l'ensemble des questions pour la fin. J'avais également un cas de tachycardie orthodromique sur une voie accessoire. Il s'agit d'un patient de 28 ans qui nous est adressé au centre, pareil, pour des palpitations et précardialgie. Ce sont des symptômes qui… S'il te plaît, Bekouti, oui. Sauf si professeur Mervat a un avis contraire, parce qu'on a quand même affaire à beaucoup de jeunes aussi qui apprennent, qui doivent comprendre, et ce n'est pas évident d'analyser tout ça. Oui. Pour qu'il n'y ait pas confusion, peut-être qu'on peut prendre d'abord 5 minutes pour voir s'il y a des questions, sauf s'il n'y a pas de questions. S'il y a des questions, les gens peuvent poser pour finir peut-être avec ce cas, mais ça n'empêche pas qu'après la fin de la session, on pourra revenir toujours sur ce cas. Mais est-ce qu'il y aurait des questions déjà à ce stade-ci? Oui, j'ai une question. Vas-y. Oui. Merci à Dr. Bekouti pour cette bonne présentation. Ma préoccupation, c'est que je n'ai pas bien compris la partie où il parlait de la localisation de la voie accessoire au niveau de l'électrophysiologie. OK. Respiration endocavitaire, si. Je n'ai pas bien compris la localisation. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une série de questions ou on répond individuellement? Vas-y, réponds. Voilà. En fait, le site de la voie accessoire, en fait, il faut partir du principe que la voie accessoire, c'est un champ de conduction de la voie normale. Donc, ce que vous voyez à l'électrocardiogramme de surface, qui est un intervalle PR court avec un empattement du pied du QRS, c'est un anneau, c'est un manchon musculaire qui est situé quelque part sur un des deux anneaux et qui permet la conduction de l'influx nerveux de l'oreillette au ventricule en shuntant les voies de conduction normales. Donc, deux principes, ce qu'on recherche en électrocardiogramme endocavitaire, c'est la fusion entre l'oreillette et le ventricule qui nous dit a priori qu'on est sur le site de passage de l'influx de l'oreillette vers le ventricule. Ça, c'est la première chose qu'on doit retenir. Et après, il faut savoir que lorsque normalement, l'activité endocavitaire précède l'analyse de l'ECG de surface. Donc, la deuxième chose qui est importante de savoir, c'est qu'une fois que vous avez la certitude que vous avez le site de fusion de la conduction entre l'oreillette et le ventricule, il faut chercher au moment où vous êtes le plus tôt par rapport à l'ECG de surface parce que l'influx endocavitaire précède l'électrocardiogramme de surface. Donc, sur la base de ces deux principes-là, ce qu'il faut chercher sur le site efficace, c'est bien sûr la fusion entre l'oreillette et le ventricule. Alors, ce que vous avez ici, ce que je n'ai peut-être pas expliqué, ça, c'est une sonde dans le sinus coronaire, qui est une sonde décapolaire. Donc, vous avez l'oreillette, le recueil de l'oreillette dans le sinus coronaire. Vous avez l'ECG de surface et vous avez le signal que vous recueillez sur le cathéter d'ablation. Par guidage scopique, vous allez vous rapprocher. Une fois que vous êtes sur l'anneau mitral, par exemple, et ça, il y a une courbe d'apprentissage. Je n'ai malheureusement pas des vidéos de comment on se positionne sur l'anneau, mais en général, quand vous faites un abord aortique rétrograde, vous franchissez la valve aortique qui est quelque part ici, vous la franchissez en général de face. Une fois que vous l'avez franchie de face, vous essayez vous vous mettez en oblique antérieur gauche, parce qu'en oblique antérieur gauche, l'anneau mitral, il est perpendiculaire au sinus coronaire, en oblique antérieur droit. Une fois que vous êtes en oblique antérieur droit, que vous êtes perpendiculaire au sinus coronaire, vous vous mettez en OAG pour savoir à peu près où vous êtes situé par rapport à l'anneau tricuspide. Et en OAG, par rapport à l'anneau mitral. Et en OAG, vous vous baladez sur le long
de l'anneau mitral pour rechercher le point où vous avez les meilleurs critères de fusion et de précocité par rapport à l'électrocardiogramme endocavitaire. Et si vous avez la chance que vous avez pu déclencher une arythmie avant, vous savez à peu près en fonction de l'arythmie où se situe le site de primo-dépolarisation atriale. Par exemple, ça, c'est une tachycardie où vous avez les ventricules ici, vous avez l'oreillette dans le sinus coronaire. Quand vous regardez l'activation de l'oreillette dans le sinus coronaire, vous voyez que l'activation se fait du ventricule vers le sinus coronaire distal proximal en premier. C'est-à-dire que le point d'entrée de la dépolarisation atriale lorsque vous avez une activation ventriculaire se situe au niveau du sinus coronaire distal. Donc, a priori, là où vous aurez votre électrode distale, dans le sinus coronaire, c'est le point de passage de la voie accessoire. Et c'est en fait ce principe qu'on va. On se dit, OK, on a vu sur la tachycardie que le point d'entrée, lorsqu'on avait déclenché une arythmie avec une activité du ventricule vers l'oreillette, c'est situé au niveau distal du sinus coronaire sur mon cathéter décapolaire. Donc, il suffit que je vienne me positionner aux abords du sinus coronaire distal sur mon cathéter. Une fois que j'ai réussi à me positionner à cet endroit, je vérifie les critères de bon positionnement. Et les critères de bon positionnement, c'est le recueil de mon signal sur le cathéter d'ablation, où je vois une fusion entre l'oreillette et le ventricule, qui me dit à peu près que je suis sur le point de passage. Et ce qui me conforte que je suis bien précoce, c'est que je mesure le délai de fusion, le délai par rapport au ventricule de surface. Ici, je l'ai marqué à 18 millisecondes, même s'il est un peu plus. Et pour également m'assurer, c'est-à-dire c'est un troisième critère de bon positionnement, je regarde l'activité sur la dérivation unipolaire. En général, quand vous avez un QS, un aspect QS unipolaire, vous êtes situé, l'unipolaire, c'est ce qui est en bleu. Une fois que vous avez un aspect QS unipolaire, vous êtes situé sur le bon site. Et en général, quand vous êtes situé sur le bon site, dès que vous démarrez, une ablation, nous, on les fait à peu près à une puissance de 25 watts. Vous démarrez dans les 25 watts. Dans les 10 secondes, vous devez modifier la séquence ventriculaire. Si vous y arrivez, vous êtes à peu près au bon site. En général, il est recommandé de faire une application de 2 à 3 minutes. Et en fonction des résultats, vous pouvez en faire plus ou un peu moins. Vraiment, c'est très opérateur dépendant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du docteur Kwame. D'accord, d'accord. Merci encore, docteur Bekouti. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, c'est moi, Mervat. Bonsoir. Oui, bon. Est-ce que tu utilises le transeptal route transeptal pour le voile en gauche? Oui. Do you use the transeptal technique for the left-sided accessory pathway, or you use the retrograde approach only? I'm sorry. Oui. OK, merci pour ça, pour la question. En effet, ça dépend des endroits où je travaille. Quand je suis en France, je peux éventuellement faire un transeptal sur une voie aortique, sur une voie accessoire gauche, parce que j'ai un backup chirurgical qui est là. Et si j'ai un problème sur mon transeptal, j'ai le nécessaire à côté. Et surtout, j'ai du matériel à disposition, parce qu'il faut quand même une aiguille pour faire le transeptal. C'est un coût supplémentaire. Quand je suis au Cameroun, pour les voies gauches, j'utilise une voie aortique rétrograde parce que la seule chose que ça me coûte comme matériel, c'est faire une ponction artérielle. Bien sûr, il y a un risque de complications artérielles qui n'est pas négligeable, mais il faut faire avec. Au Cameroun, je n'ai pas dans mon centre encore de chirurgien cardiaque à disposition et les patients n'ont pas souvent les moyens de faire des procédures qui incluent des matériaux qui vont apporter des coûts supplémentaires. Donc, on essaye vraiment de limiter au maximum le type de matériel qu'on utilise. Et ce d'autant plus que dans la littérature, les résultats sont superposables. Ce qui est recommandé, c'est que chaque centre fasse en fonction de son expérience. OK, merci. OK, alors, je voudrais bonjour, quand même... Bonnie. Bonjour, Bonnie, excuse-moi. Je voudrais que tu reviennes... Ah, Adama, vas-y pour ça, Adama. Bonjour, désolé hein, de vous interrompre. Mais je rebondis un peu sur la question du professeur Marvel concernant donc l'approche transeptale.
puisque, effectivement, comme l'a dit Bekouti, donc j'ai suivi la magnifique présentation. Lorsqu'on est un peu dans certaines zones, on est obligé de procéder ainsi. Mais la voie transseptale dans ces localisations-là peuvent être plus séduisantes puisque conférera plus de stabilité donc, au cathéter. Je ne sais pas si dans son expérience, puisque nous, on a eu des échecs à cause justement de l'instabilité de la sonde en passant par voie rétrograde aortique, ça peut ne pas être simple à faire. Alors que si on passe par voie transseptale, on est direct dans la lésion. Donc voilà, ça a vraiment magnifié la rencontre et tout, mes amis. Merci. Oui. Merci beaucoup pour ça, Radha Khan. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je partage vraiment à 100% la remarque parce que il m'est arrivé, quand je suis par exemple au CHU, de convertir un abord aortique en transseptal parce que je n'y arrive pas par voie aortique rétrograde, notamment pour des voies qui sont très postérieures, parce que c'est pas facile d'aller en postérieur en voie aortique rétrograde. Pour des voies qui sont latérales gauche haute en général, on n'a pas trop de problème. Mais effectivement, pour des voies qui sont, si vous avez une voie qui est postéroseptale gauche, en général, vous êtes bien content d'avoir un abord transseptal parce que vous tombez pile poil dans la zone et vous n'avez pas à faire des manœuvres supplémentaires. Mais effectivement, oui. De toutes les façons, le transseptal, c'est une étape obligatoire. On sera obligé d'y arriver à un moment, parce que quand on aura un volume d'activité qui sera important, et on espère qu'en ce moment, on aura pris toutes les dispositions pour avoir une sécurité en cas de problème. Je suis tout à fait d'accord. OK. Ben, c'est vrai que ça a un coût. Il faut idéalement avoir un échographiste avec une sonde transœsophagène dans la mesure du possible. Donc, ça a un coût, mais effectivement, c'est plus sécurisant et il y a moins d'échecs. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra encourager, pas qu'au Cameroun, mais dans tous nos pays africains, de passer par là. Je voudrais revenir un peu sur l'ECG en tachycardie, l'ECG en fibrillation, parce que c'est quand même important pour nos jeunes, c'est d'apprendre déjà à bien lire les ECG. Tu as un peu parlé de ça, tu as parlé des critères diagnostic donc d'une FA de Kent. Est-ce que tu pourrais revenir sur ça? Quels sont les critères? Qu'est-ce que le jeune cardiologue, parce que là on a vu dans notre groupe, il y a des jeunes cardiologues qui ne sont pas électrophysiologistes, qui sont les cardiologues mais qui veulent apprendre, mais un cardiologue doit pouvoir orienter justement vers les centres d'électrophysiologie des patients avec une suspicion de Kent. Alors, est-ce que tu pourrais revenir sur cette ECG? Alors, là, je n'ai plus. Oui. Pour ça, mais avant de désactiver le partage d'écran. Share your video now. OK. Yes. Share your screen again. Thank you. Voilà. Alors, l'interprétation de l'électrocardiogramme. De toutes les façons, bien sûr que l'interprétation de l'électrocardiogramme elle est importante. Et l'électrocardiogramme, dans la préexcitation, ne déroge absolument pas de la règle classique de l'interprétation de l'électrocardiogramme. Donc, il faut une partie analytique et une partie synthétique. La partie analytique, on nous enseigne devant toute tachycardie, regarder la fréquence, regarder la morphologie du QRS, regarder la régularité. Si vous êtes en face d'une tachycardie à QRS large, la première chose, c'est est-ce qu'elle est régulière ou est-ce qu'elle est irrégulière? Si la tachycardie est régulière, le premier diagnostic, c'est la tachycardie ventriculaire et vous entrez dans les algorithmes de différenciation d'une tachycardie ventriculaire. Si la tachycardie est irrégulière, à QRS large, le premier diagnostic, c'est une fibrillation atriale sur quelque chose. Bien sûr que la fibrillation ventriculaire peut donner des tachycardies irrégulières à QRS large, mais en général, ça ne se présente pas comme ça. Et l'état hémodynamique du patient, en général, il ne laisse pas trop, il ne prête pas trop à confusion. Quand vous pensez que vous êtes devant une fibrillation atriale avec des QRS larges, il se pose 3 diagnostics différentiels qui sont connus. La première chose, est-ce que c'est une fibrillation atriale sur un bloc de bronche qui était préexistant? Et ce bloc de bronche, il peut être fonctionnel ou organique. Donc, la notion d'antériorité des ECG peut vous aider.
tout en sachant qu'il existe des blocs de branches qui sont fréquences dépendants, par exemple des blocs de branches de phase 4, où vous aurez une tachycardie et à cause de la fatigabilité de la voie de conduction de la tachycardie, des QRS vont s'élargir. Première des choses, si vous avez une antériorité et que, par exemple, le patient il était déjà connu pour un bloc de branche droit et que vous avez une tachycardie à QRS large, irrégulière, avec un aspect de bloc de branche droit, vous êtes probablement en face d'une tachycardie sur un bloc de branche préexistant. Si le bloc de branche, si vous avez la chance que sur les enregistrements chez le même patient, vous avez une tachycardie au départ irrégulière avec des QRS fins et apparition secondaire d'un bloc de branche pour des fréquences données, vous êtes probablement en face d'un bloc de branche fonctionnel, donc, qui est fréquence dépendante. Mais si vous n'êtes pas dans ces deux cas de figure, en général, il faut bien regarder l'électrocardiogramme, rechercher si vous n'avez pas une forme d'emportement du QRS quelque part. Et dans ce cas de figure, le troisième diagnostic, bien sûr, reste la fibrillation atriale préexcitée. Et c'est un diagnostic d'urgence, il faut aller vite parce que le risque de dégénérescence en fibrillation ventriculaire, il est important. Après, une fois que, bien sûr, le diagnostic de fibrillation atriale préexcitée est posé, il faut s'atteler à rechercher l'intervalle RR le plus court et parce que c'est, a priori, d'après les recommandations, un signe indirect de la malignité de votre faisceau accessoire. Je ne sais pas si le... Ok, Jean. Maintenant, j'ai une question pour tous les seniors qui sont ici là. Parce que là, effectivement, dans le diagnostic différentiel, tu l'as dit, on a par exemple les tachycardies à QRS large de phase 4, donc dû en fait à la fatigabilité de la voie de conduction. Donc, plus la tachycardie est rapide, plus le QRS va être large. Mais quand vous regardez cet électrocardiogramme, on peut déjà éliminer ce diagnostic-là pour une raison qui est simple. C'est que regardez, par exemple, le RR le plus court. Logiquement, on devrait avoir le QRS le plus large quand on a le RR le plus court. Mais on voit ici qu'on a des RR, enfin des QRS. On devrait avoir les QRS les plus larges si on avait les RR les plus courts. Or, on a des QRS qui sont larges, plus larges, avec des RR qui sont plutôt les plus longs. Donc, ce qui est un peu contraire à la théorie donc, de la phase 4. Et donc, ma question est la suivante. Quand on a un ECG comme celui-ci, avec des QRS qui sont irréguliers, larges, mais irréguliers, avec certains qui sont beaucoup plus larges que d'autres, alors que les RR sont finalement plus larges, plus éloignés. On parlerait d'un effet accordéon. Est-ce que l'effet accordéon n'est pas un signe qui devrait nous faire évoquer justement une voie accessoire? Parce que ça, on n'a pas trop parlé de ça, mais cette irrégularité où on s'élargit, on revient à des RR un peu plus courts, est-ce que cet effet-là, quand on a ça dans un électrocardiogramme, on ne devrait pas faire évoquer une voie accessoire? Bonnie, la question est très pertinente. Moi, je pense qu'il faut, pour les jeunes, qu'on campe, enfin pour tout le monde, qu'on campe un peu le sujet de la fibrillation atriale. Bekouti a parfaitement expliqué, parce que ce qui se passe dans la fibrillation atriale sur voie accessoire, c'est que la voie accessoire est une voie de conduction qui est inhabituelle, qui est anormale. Et donc, ce n'est pas du tissu spécialisé dans la conduction. Ce qui fait que l'influx qui passe par la voie accessoire entraîne un QRS large. Alors qu'à côté de cette voie, coexiste la voie nodo-icienne qui, celle-là, va laisser passer des QRS qui sont plus ou moins fins. D'accord? Et c'est ce qui donne l'effet accordéon. Ça veut dire que sur l'électrocardiogramme, vous allez voir un aspect de tachycardie à QRS large
Mais les QRS seront différents. Pourquoi ils seront différents? Il y a une partie des QRS qui vont descendre par la voie accessoire et qui seront très larges, et une partie des influx qui vont passer par la voie nodo-hicienne qui donnent des QRS plus ou moins fins. D'accord? Et donc, vous aurez la coexistence de ces deux voies-là. C'est ce qui fait que de temps en temps, l'aspect du QRS est tout à fait différent. Et donc, le résultat des courses, si vous voyez une tachycardie à QRS large, tachycardie irrégulière à QRS large, avec aspect morphologie de QRS différent, donc là aussi, c'est un argument en plus pour penser que c'est une fibrillation atriale sur voie accessoire. Et là aussi, comprendre que le RR le plus court, c'est important parce que ça donne une idée sur la période réfractaire de la voie accessoire. Si le RR est très, très court, ça veut dire que c'est une voie accessoire qui est dangereuse, qui peut conduire jusqu'à des fréquences élevées. Puisque la voie accessoire, c'est une voie qui, par définition, ne filtre pas. Donc, c'est une voie qui obéit à la loi du tout ou rien. Donc, s'il autorise des fréquences élevées, ça veut dire qu'une fibrillation atriale peut passer et entraîner une fibrillation ventriculaire. Donc, c'est effectivement fait accordéon, c'est classique d'en parler dans cette pathologie-là. Merci. Excellente contribution du professeur Adama. Donc, on a tous compris. S'il n'y a plus de questions, on va donc avancer avec le deuxième cas du docteur Bekoti. Ok, merci. Alors, le deuxième cas, je l'ai choisi à cause de la difficulté technique qu'on peut avoir dans ce type de voie accessoire. Alors, il s'agit d'un patient de 28 ans, qui cette fois-ci résident au Cameroun, qui a adressé… On ne voit pas ton écran, je ne sais pas si c'est moi ou si tout le monde… Nous, on voit. Ah, donc c'est bon, parfait. Alors, patient de 28 ans qui est adressé pour des palpitations et précardialgie, symptômes qui évoluent depuis 12 ans. Pas de gros antécédents médicaux chirurgicaux, pas de facteurs de risque. Examen physique à l'admission plutôt extrêmement rassurant. Son échographie cardiaque est normale. Son Holter ECG montre une quasi-permanence de sa préexcitation sur les 24 heures et il n'y a pas d'arythmie enregistrée. Pendant le Holter, il n'a pas eu de symptômes. Alors, son électrocardiogramme de surface adressé par son cardiologue, il est celui-ci. Bien sûr, on peut s'exercer à faire le diagnostic topographique de sa voie accessoire en regardant, bien sûr, en première intention, le V1. Si le V1 est négatif, mais on est probablement à droite. En regardant les dérivations inférieures, le nombre de dérivations positives. Ici, on a le D2 qui est positif, l'AVF qui est positif, le D3 qui est négatif. Donc, on est dans deux dérivations positives. Et une fois qu'on est dans deux dérivations positives dans les voies accessoires droites, il faut regarder le V3. Et quand on regarde le V3, là, vous avez un V3 qui est a priori positif. Et donc, un V3 a priori positif, on serait dans les voies accessoires para-haïtiennes. Une fois de plus, cette classification, elle n'est pas parfaite, elle a ses limites. Le simple positionnement des électrodes au moment de la réalisation de l'électrocardiogramme de surface peut vous induire en erreur dans la classification topographique électrocardiographique. Au bloc opératoire, l'exploration de ce patient, on déclenche une tachycardie plutôt orthodromique, QRS fin, VA court. À la stimulation antérograde, ce patient, il conduit en antérograde jusqu'à 290 battements par minute, c'est-à-dire qu'il conduit au-delà de 250 millisecondes. C'est aussi une manière, pour moi, de façon indirecte, des fois d'évaluer la période réfractaire de la voie accessoire. Et cette voie accessoire-là, au mapping, au final, elle n'était pas para-haïtienne. Ici, c'est une incidence en OAG, 30 degrés. On avait à peu près les critères, parfait. Avec une sonde de décapolaire sur la paroi latérale de l'oreillette droite. Ça, c'est une incidence en RAO 20 degrés. Avec sa sonde positionnée, ici, vous avez l'oreillette en RAO, vous avez le ventricule devant. Et donc là, au milieu, vous avez l'anneau tricuspide. Donc, la voie accessoire était à ce niveau.
À ce niveau-là, quand on regardait les critères, ils n'étaient pas parfaits, mais c'était les meilleurs qu'on avait à ce moment. Donc là, on avait une fusion qui était moins bien. S'il vous plaît, mutez. Voilà. À ce niveau-là, on a l'électrode, le cathéter décapolaire sur la paroi latérale de l'oreillette. On a une fusion qui n'est pas parfaite sur le cathéter d'ablation entre l'oreillette et le ventricule. On a un QS unipolaire. On peut se poser la question de est-ce qu'il s'agit d'une encoche R ici ou pas. Mais quand on mesure, on a quand même 25 millisecondes de précocité. Donc, on est quand même tenté à ce niveau de se dire on est pas mal. Et lorsqu'on démarre l'ablation, en stimulation antérograde pour avoir une préexcitation maximale, on se rend compte qu'au bout de environ 7 à 8 secondes, on a une disparition de la voie accessoire avec un raffinement des QRS. Quelques minutes après l'arrêt du tir, le patient récidive. On se repositionne au même endroit où on pense avoir des critères efficaces. On retire. Jean, une seconde. Prof Adama, j'ai l'impression que tu as ton iPhone qui est ouvert. Parce qu'on entend. Non, c'est fermé, c'est pas moi. D'accord. Okay. Pardon, que tout le monde mute, s'il vous plaît. C'est l'iPhone, c'est pas de Prof Adama, c'est l'iPhone d'Adama du Mali, je crois. Oui, d'accord. Donc, parce qu'il y a un iPhone, voilà. Exactement. Voilà. Et donc, après arrêt du tir, le patient est récidive. On se repositionne à un endroit où on pensait avoir les critères efficaces. Okay. Je ne sais pas pourquoi mon ordinateur a planté. Voilà. Les critères efficaces, on tire et dès le début du tir, disparition, affinement du QRS, on est tous contents. Vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence entre le positionnement qu'on avait et celui-ci. Mais finalement, après l'ablation, on attend 30 minutes, comme il est de coutume. Et puis après, le patient, on le sort, tout était bon, on le remet dans son lit, on fait l'électrocardiogramme de contrôle et il a récidivé. Donc, on le reprend au bloc opératoire, on se repositionne. Vous remarquerez qu'en LAO, tout à l'heure, on était à 20, là, on est à 29, 9 degrés de différence. En RAO, on était à 20, là, on est à 23. On est à peu près au même endroit, mais regardez la différence de critères. Là, vraiment, on a une fusion qui est plutôt parfaite. On a même un pseudo-potentiel ici. On se demande si ce n'est pas le potentiel de Kent. Et à cet endroit-là, quand on tire, on a un rythme de Super-Wolf qui apparaît et disparition complète de la voie accessoire et plus de récidive. Et ça, c'est l'électrocardiogramme avant et l'électrocardiogramme après. Ce cas, je l'ai mis surtout pour illustrer la difficulté des voies accessoires latérales droites pour lesquelles on pourra éventuellement discuter si vous avez des questions. Mais en gros, c'est vraiment pour rappeler à quel point c'est une ablation de précision. À 9 degrés près, on peut ne pas être au bon site et ça ne sert à rien d'ablater parce que le patient va récidiver en général. Bon, ça, c'était tout pour le deuxième cas. Je ne sais pas si il y a des questions ou pas. Oui, pas bien. Comme vous dites, il ne faut pas insister. Mais deuxièmement, parfois, on y arrive et on crée un peu d'œdème et ça fait que après, on ne pourra plus continuer l'intervention. Vraiment, si on n'a pas de bons critères, ça ne sert à rien de tirer parce qu'on se fera une bonne sécurité, mais finalement, que ça va récidiver. C'est des voies qui récidivent très souvent, comme l'a parfaitement illustré professeur Bekouti. Merci. Alors, moi j'aurais quand même une question pour le professeur Adama Kane. Dans votre expérience des latérales droites, vous arrivez à les faire sans gaine ou pas, sans gaine orientable? Oui, on les fait sans gaine. Moi, j'utilise exceptionnellement des gaines dans l'ablation des voies accessoires. Mais comme tu dis, c'est des voies qui récidivent très souvent. Mais quand ça récidive, c'est parce qu'on n'avait pas de bons critères, d'excellents critères d'ablation.
Les voies, on a de bons critères et qui récidivent quand même, c'est les voies postéro-septale gauche. Postéro-septale gauche, ça peut être un cauchemar. Ça peut revenir très souvent. L'ablation est facile, mais ça peut revenir très souvent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions concernant cette présentation. En fait, on peut le professeur Mervat a posé la question dans le chat. Quel est le pourcentage de réussite et de récurrence entre les deux techniques? Donc, la voie à la gauche. La voie gauche ou alors la voie transseptale. Alors, je n'ai pas de tête comme ça, je n'ai pas les pourcentages de récidive. Il y a un papier que j'ai retrouvé dans la littérature, je pourrais peut-être partager dans le groupe EP French. Il y a un papier qui a comparé les ablations des voies accessoires de gauche par voie transseptale et par voie rétro-aortique. Et sur ce papier-là, sur le endpoint d'efficacité, il n'y avait pas de différence. Sur le endpoint de complication, il n'y avait pas de différence. C'est pour ça que dans la littérature, on laisse vraiment la main, la technique, le choix de la technique en fonction des habitudes des équipes. C'est sûr qu'aujourd'hui, dans la plupart des centres français, on fait généralement pour les voies gauches, c'est le transseptal, mais pas forcément pour des raisons d'efficacité de la procédure, parce qu'en général, nous, par exemple, qui sommes un peu habitués, un peu plus poussés à faire des hôpitaux de jour, quand vous faites un abord transseptal, en général, le patient il peut sortir le même jour. Alors, quand vous faites un abord aortique, donc une ponction artérielle, le patient, en général, il est obligé de passer la nuit parce qu'il y a un risque local sur la ponction artérielle qui n'est pas négligeable. Mais sur les critères d'efficacité et récidive, sur ce papier que j'ai retrouvé dans la littérature, il n'y avait pas de différence. Mais pareil pour nous, hein. Nous on fait voie on ne fait pas de voie transseptale ici au Sénégal. Pour l'instant, on passe par voie rétrograde aortique. Il y a, pour les raisons que tu as données, mais aussi pour un problème de coût tout simplement. Puisque l'aiguille de fonction transseptale ici, ça coûte hyper cher. Ça va augmenter le coût de l'intervention chez nos patients qui n'ont pas les moyens. Donc ça aussi, ça pose problème. Voilà. OK. Professeur Amy Boni? Oui. Oui. La dernière lecture avec Hadidi? Tout à fait. Oui, je n'avais pas totalement terminé mon PowerPoint. Okay. Je vous avais fait que les cas, mais j'avais quand même mis parce que j'ai présenté un premier cas d'un patient qui a été réduit sous amiodarone. Ça n'a peut-être pas interpellé les gens, mais dans les recommandations, regardez la place de l'amiodarone chez les patients qui ont une fibrillation atriale préexcitée. Moi, je ne sais pas si à votre niveau, ça ne vous choque pas, parce qu'en général, ces recommandations sont adaptées au contexte européen, où on a un plateau technique conséquent. Mais est-ce que dans notre contexte africain, si un patient arrive en fibrillation atriale préexcitée, où on n'a que de l'amiodarone injectable, est-ce qu'il faut le défibriller? Est-ce qu'il faut tenter l'amiodarone? Bref, moi, je pense que c'est une discussion qui peut se mener. Mais il faut quand même savoir que quand vous avez une FA préexcitée, ce qui est recommandé par l'ESC depuis 2019 et même les recommandations américaines, c'est de choquer le malade en cas d'instabilité hémodynamique. Si le patient est stable sur le plan hémodynamique, c'est la flécaïne injectable, mais en général, on n'en a pas dans notre contrée. Et donc, vous voyez la place de l'amiodarone, place de 3B. Moi, ça m'a interpellé. J'ai souhaité partager ça avec vous. Et après, j'ai également souhaité partager avec vous les résultats des ablations de voies, que ce soit sur les séries qu'on a actuellement et des grosses séries avec des grands auteurs comme Jackman, Ike Sager. Vous voyez le pourcentage de réussite. Mais il faut quand même savoir, et là, ça rejoint un peu peut-être la discussion que le professeur Boni a eue avec le docteur Saïd lors de la dernière présentation. Quand on met dans la littérature que le taux de succès d'ablation des voies accessoires est de 85%, de 95%, ben, il est très variable en fonction de la localisation de la voie. Vous avez des endroits où vous avez des taux, notamment les latérales droites, qui sont réputés à cause de l'instabilité de l'anneau tricuspide. Vous avez souvent des taux de succès qui est de l'ordre de 80, 85%, maximum 90%. Donc, vraiment, parfois, c'est à nuancer. Les chiffres qu'on nous annonce dans la littérature, on nous dit, le message qui est important, c'est que les voies accessoires, c'est des ablations
qui sont élégantes sur le plan électrophysiologique, mais il y a une courbe d'apprentissage, il y a une évaluation bénéfices et risques qu'il faut avoir, et en fonction de la topographie de la voie accessoire, le risque n'est pas le même, le risque pour le patient, mais aussi le risque de récidive n'est pas le même, le risque de complications n'est pas le même. Donc, avant de se lancer dans l'ablation de voie accessoire, il faut vraiment faire la synthèse de tout ça avant de proposer un traitement aux malades. Et je tenais également à présenter cette jolie diapositive avec la permission du professeur Bonnier que l'ensemble des invités ici connaissent déjà ou pas, et espérer que d'ici quelques années, toute cette diapositive soit peinte en rouge. Merci. Merci, merci. Excellente présentation. Excellente présentation. Et puis, j'espère que tout le monde a compris ce que c'est que la voie accessoire et comment, quelle approche et comment faire une ablation du voie accessoire. Ça a été très bien fait. Et une fois de plus, merci Jean Bekouti. Je repasse la parole, le micro au professeur Mervat qui va donc nous présenter le deuxième orateur. Le deuxième est Dr Hadidi, Cheikh Hadidi, de Morocco. Hadidi. Hadidi. OK. Là, vous êtes host. Hadidi. Oui. ثانية واحدة. host. Hadidi, host, make host. Hadidi. Ouais, merci. Make host, oui. Hadidi, maintenant, share your video. Hadidi, commencez. Maintenant. Est-ce que, mais pourtant, il n'a pas muté, son micro est ouvert, mais on ne l'entend pas. Docteur Hadidi, on ne t'entend pas. Hadidi. Docteur Hadidi, si tu nous entends, lève ton doigt, fais un signe. Mais nous, on ne t'entend pas du tout. C'est bizarre. Hadidi, alors. Je vais envoyer un chat. Hadidi. Est-ce que tu nous entends, docteur Hadidi? Nous, on ne t'entend pas. Peut-être, est-ce qu'il n'a pas muté? We share your screen, Hadidi. We don't hear you. مش سامعينك يا حديدي. Alors, avant qu'il ne soit avec nous, est-ce qu'il y aurait des questions? Est-ce que quelques auditeurs ont des questions à poser sur ce que nous a présenté le docteur Bekouti? Professeur Bonny? Oui. Bonsoir, c'est Mazou. Bonsoir, Mazou. Jean, c'était une très, très bonne présentation. Merci beaucoup. Je voulais savoir par rapport aux voies à risque, les voies para-haïtiennes, s'ils font des approches par cryo ou bien restent sur la radiofréquence. Oui, merci, Mazou. Alors, pour les voies accessoires para-haïtiennes, alors, il y a le volet recommandations théoriques, il y a ce qu'on fait en pratique. Sur le plan des recommandations théoriques, sur les voies accessoires para-haïtiennes, si elles sont à risque, il faut essayer de les ablater. Et en général, dans la littérature et en fonction des expériences, beaucoup de centres font encore une approche par cryothérapie. Puisqu'avec la cryothérapie, en faisant du cryomapping,
à moins 30, moins 40, on peut voir si on est iatrogène, s'il y a apparition d'un BAV ou quoi que ce soit. Et après, si on se rend compte qu'on n'est pas iatrogène, on peut aller en cryoablation. Après, sur le plan de la pratique, il faut vraiment évaluer le bénéfice entre le risque que vous prenez, le rapport entre le risque que vous prenez à essayer d'ablater une voie para-haïtienne chez un patient qui ne se plaint pas vraiment de symptômes et qui, a priori, a une évaluation, un risque faible à l'évaluation électrophysiologique. Donc, c'est vraiment une nuance de tout ça. Mais sur les voies para-haïtiennes, en première intention, en général, on va en cryothérapie. Après, Est-ce que vous m'entendez? Le risque de récidive, il est quand même de 30% à peu près. OK. Je pense que on a le docteur Adidi. Est-ce que vous m'entendez? Exact, on t'entend. Merci, Jean Bécoutier, pour ta belle réponse. Effectivement, je crois qu'il faut faire attention lorsqu'on est en para-haïtien. Alors, docteur Adidi, tu as la parole. Oui, d'accord. Donc, j'ai fermé mon ordinateur. Donc, je vais essayer de partager mon cas à travers mon téléphone. D'accord. Donc, quel est votre nom maintenant to make you a host? What's your name on this? C'est Hadidi, H-A-D. Hadidi? Oui. Cheikh Hadidi? Cheikh Hadidi, c'est hein? ça. D'accord. C'est ça, Cheikh Hadidi, make host now. We'll make you host to share your screen, yes? Yes, Okay. yes. Yalla. Share your screen, ya Hadidi. D'accord, professeur, d'accord. D'accord. Là. Est-ce que vous voyez le cas clé? Non. D'accord, comment je peux faire? Donc, je dois aller sur... Ça marche, je vais... Oui, maintenant. Oui. D'accord. Hein. Yeah. Maintenant? Yeah. Comment c'est? Bonsoir, professeur Bonnet, professeur Bonsoir. Adama, professeur Mervet. D'accord, je suis docteur Adidi. D'accord, je suis cardiologue marocain. J'ai été formé à Marrakech. Donc, j'ai eu mon diplôme en 2019. À Marrakech, on faisait que de la cardiologie générale avec du cathétérisme cardiaque gauche. Malheureusement, on n'avait pas d'activité rythmo ni d'électrophysiologie cardiaque. Et ce soir, je partage avec vous le cas clinique d'un patient qu'on a vu, c'était en fin 2018 presque. D'accord. Donc, il s'agit de monsieur Kamel. C'est un patient qui est âgé de 24 ans, qui n'a pas d'antécédents, qui n'a pas de cardiopathie connue. Dans ses antécédents, on trouve un père décédé à l'âge de 40 ans par une mort subite. Sa tante est porteuse d'un pacemaker. Elle présente des palpitations peu fréquentes depuis 2 ans. Et là, actuellement, il vient pour des palpitations de repos continues qui évoluent depuis moins de 24 heures. Il n'a jamais eu de syncope ni de lipothymie. Donc, aux urgences, il avait une hémodynamique conservée avec une tension artérielle à 120 sur 80 mmHg, rythme irrégulier avec une fréquence ventriculaire moyenne à 70 par minute. Et le reste de l'examen somatique était sans particularité. Donc, voilà son électrocardiogramme. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous le voyez bien, d'accord? Oui, bien. D'accord. Donc, oui. Là, donc, qu'est-ce que vous pensez de cet électrocardiogramme? Donc, l'intérêt de cette présentation clinique, c'est surtout de présenter l'électrocardiogramme, d'essayer d'évoquer plusieurs diagnostics électriques
et de savoir d'éliminer les uns les autres selon la probabilité électrique. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut commenter cet électrocardiogramme? Oui, je choisis Ahmed Tawfiq. Montre à nouveau l'électro. Montre quand même l'électro, que ce soit sur l'écran. Anna Moussalina. Hanafi. Oui, bonsoir, professeur. Bonsoir. Où est le CG? Hadidi. On n'arrive pas à voir le CG. Montre le CG. Montre le CG, Hadidi. Vous n'arrivez pas à le voir, d'accord. Je n'arrive même pas à voir que le rythme oui. Non. Vous pouvez grandir un peu l'image. J'arrive pas même à voir c'est sinusal ou non. Hadidi, tu ne nous montres pas. Montre le CG. On ne voit pas. On ne le voit pas. Oui. D'accord. C'est sinusal ou non? J'arrive pas à voir même pas, rien du tout, franchement. À part des QRS larges. L'excitabilité, oui, c'est sinusal. Parce que là, d'accord, je peux pas, je sais pas. Parce que oui, là, ne bouge pas, ne bouge plus. D'accord. Oui. Non, on ne voit pas. On ne voit pas l'image. Tu peux nous décrire un peu? C'est sinusal, non, c'est quelque chose. D'accord, donc là, donc c'est pas sinusal, donc je sais pas parce que vous le voyez pas très bien, donc alors je sais pas là parce que je partage avec vous, c'est à travers mon téléphone, donc je sais pas comment faire pour partager le PowerPoint à travers des téléphones, mais là je prends juste je sais pas, est-ce que je peux partager avec vous à travers des Hanafi, voilà le CG. Répondez. C'est une FA QRS large. Remets le CG à l'écran. Docteur Hadidi. Ouais, je t'entends. On ne voit pas le CG. D'accord, donc vous ne voyez pas l'électro, d'accord. Là. Oui, ma question est comment je peux partager avec vous le. Voilà, là on voit, ne bouge pas. Là on voit, ne bouge pas. Ah non, on a perdu l'image. Ah voilà, non. D'accord. Docteur Ashwin, fermez le partage, s'il vous plaît. Please mute all microphones. Fais le microphone mute, s'il vous plaît. وبعدين يا حديدي. D'accord. Donc d'accord فين يا ابني؟ أهو. يلا يا حنفي بسرعة. Je n'arrive pas à voir. Attends. Hanafi, je vais essayer de partager avec vous. Donc, est-ce que je peux me déconnecter, d'accord, et de reprendre mon ordinateur de nouveau? Est-ce que ça va marcher? Non, mais c'est bon, ne bouge pas là, comme ça on voit. Là-bas, voilà, ne bouge pas. Voilà pourquoi. Là, tu viens de bouger de nouveau. Non, mais j'ai l'impression que quand quelqu'un se met à parler, l'image de Hadidi s'en va. C'est ça le problème. Dès que quelqu'un se met à parler, l'image s'en va. Donc, il faut absolument qu'il fasse un partage classique, mais sinon après, il faut qu'on avance. Ou alors, oui, sinon, il faut qu'il commente lui-même alors. Hein. C'est vrai qu'on voit que les QRS sont irréguliers. On a l'impression d'avoir une onde une ondulation de fibrillation. Donc, on dirait que c'est une fibrillation. Oui, c'est ça. Ouais.
Donc on a quand on regarde l'électrocardiogramme, d'accord, on a le rythme qui est totalement irrégulier, d'accord, anarchique, donc avec une tremulation de la ligne de base, d'accord. Donc on est devant une EFA, mais avec des QRS qui sont larges au début dans la partie gauche de l'ECG, mais ici on a des QRS qui sont fins, d'accord. Comme on a dit, comme ça a été dit, c'était dans la première observation, donc ici on a des QRS larges, ça peut être une aberration, ça peut être un bloc, ça peut être des extrasystoles ventriculaires, ça peut être également une voie accessoire. Et quand on regarde ici les précordiales, on a un empattement du QRS, d'accord, un empattement du QRS, et même sur le QRS. Même sur les QRS qui sont fins, on voit ici qu'il y a un petit empattement qui est fin. Donc, donc probablement, c'est une EFA avec des complexes qui sont préexcités. Donc, les autres diagnostics, les GSV, c'est vrai que pour les extrasystoles ventriculaires, pour les critères morphologiques, c'est comme les complexes préexcités, presque ils ont les mêmes mêmes critères morphologiques parce que c'est une dépolarisation qui est antérograde. Est-ce que c'est une aberration? C'est pas le cas ici. Donc, le QRS, on n'a pas l'aspect d'un bloc de branche droit ou d'un bloc de branche gauche. Donc, plutôt on est devant du QRS qui sont préexcités. Donc, est-ce que c'est de la FA avec une voie accessoire typique atrioventriculaire? C'est probablement. Pour FA avec voie accessoire multiple, c'est pas le cas. C'est peu probable parce qu'on a la même morphologie du QRS. D'accord? Est-ce que c'est une EFA avec voie accessoire et extrasystole ventriculaire à la fois? Donc, c'est peu probable parce qu'on a la même morphologie du QRS. Donc, maintenant, à cette étape, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez donner un choc électrique externe d'emblée ou bien est-ce que vous allez donner un traitement anti-arythmique? Hémodynamiquement, il était stable? Oui, il était stable. Non, bien sûr, traitement, on débute par le traitement. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc, il y a juste ici, c'est un rappel sur les voies accessoires. Comme vous savez, la voie nodo-ICN, est la seule voie de communication électrique entre l'étage auriculaire et ventriculaire. Et donc, ça, c'est un sujet normal, comme on a dit, c'est la seule voie de communication et la voie nodo-ICN. Mais parfois, on peut avoir d'autres voies, ce qu'on appelle les voies accessoires. Ce sont des petits manchons musculaires. Donc, si ce petit manchon musculaire, il prend l'origine au niveau du muscle auriculaire et se termine au niveau du muscle ventriculaire, on est devant une voie accessoire qui est atrioventriculaire typique qu'on appelle faisceau de Kent. À côté de ces voies accessoires typiques, on a d'autres voies accessoires qui sont atypiques, qui peuvent avoir un nœud accessoire, d'accord? Et ils peuvent prendre origine au niveau du muscle auriculaire, mais pour la terminaison, ils peuvent se terminer soit sur le muscle ventriculaire, soit à côté d'une branche du faisceau de His, d'accord? Et on appelle des voies qui sont atriofasciculaires ou bien atrioventriculaires atypiques. Ou bien s'il prend une origine au niveau du auriculoventriculaire, on parlera de voies accessoires nodoventriculaires ou nodofasciculaires. D'accord? Ça, c'est juste un petit rappel. Donc, c'est un petit manchon qui est musculaire, qui fait communiquer le muscle auriculaire avec le muscle ventriculaire. D'accord? Et ça, c'est donc, on regarde, c'est la primo-dépolarisation qui est responsable de l'onde delta à l'ECG. Ça, c'est un schéma, c'est une figure qui montre la compétition entre la voie accessoire et la voie nodo-ICN. Et ça dépend de la vitesse de conduction à travers la voie nodo-ICN et à travers
la voie accessoire. Plus que la vitesse de conduction est plus rapide au niveau par la voie nord-hessienne, donc on assiste à une primo-dépolarisation qui est petite, donc un node delta qui est fine, et plus que la primo-dépolarisation est plus importante, ça veut dire que la voie accessoire conduit plus rapidement par rapport à la voie nord-hessienne. On assiste à une onde delta qui est plus importante, responsable d'un QRS qui est large. Donc, tout ça, ça dépend des périodes réfractaires de la voie nord-hessienne et de la voie accessoire, et également du siège de la voie accessoire par rapport à la voie nord-hessienne. Donc, ça, c'est pour les syndromes. C'était déjà par le docteur Bicotti, d'accord? C'est le syndrome de VPV, soit on est tachycardie orthodromique ou bien antidromique, ou parfois on peut même avoir la FA préexcitée si on a une FA ou bien un flûteur avec une voie accessoire. Et ça, c'est un électrocardiogramme donc, de la voie accessoire, de la FA préexcitée, d'accord? On est devant un supervolve, une tachycardie qui est maligne, qui est très large, avec des QRS qui sont parfois très rapprochés. Ici, on est moins de 200 millisecondes. Donc, on est devant un supervolve. Comme vous voyez ici, donc l'intervalle entre les deux QRS, il est inférieur à 200 millisecondes, ce qui signifie que cette voie accessoire est maligne qu'il faut ablater. Donc, bien sûr, devant le patient, il faut faire un choc électrique externe parce qu'il y a toujours le risque de passage en fibrillation ventriculaire. Donc, notre patient a été acheminé aux soins intensifs de cardiologie, d'accord? Une voie veineuse périphérique a été mise en place avec perfusion de base, d'accord? On n'a pas donné de traitement antiarythmique. Et là, c'est l'électrocardiogramme allégique. Donc, il y a une réduction spontanée de la fibrillation atriale. Et là, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien ou pas? Bien. D'accord. Pas très bien, mais bien. Oui. D'accord. Donc là, on a une voie accessoire qui est évidente avec un pair qui est court. D'accord. Il y a un empattement du QRS. D'accord. Une voie accessoire qui est évidente. Là, on voit un empattement du QRS en V3, d'accord, en V4. On est en D2 aussi, d'accord, avec un pair qui est court, avec un aspect de retard droit en V1. Donc là, quelle est la localisation de cette voie accessoire? Ça, c'est juste un schéma pour rappeler le siège des voies accessoires. Donc, ça, c'est un schéma d'un OAG 45. Là, en postérieur, on a le sinus coronaire, coronary sinus, d'accord? Donc, et là, c'est l'anneau tricuspide, l'anneau mitral. Donc, le faisceau de Kent peut siéger soit à gauche, d'accord? Soit en antérieur, donc on parle d'un Kent antérolatéral gauche, d'accord? Soit latéral. Elle peut siéger aussi du côté droit, donc on parle de latéral droit. Soit il peut siéger derrière le sinus coronaire, donc on est devant les quintes postérieures. D'accord? Et pour le septum, on divise cette partie en trois parties, donc soit en postéroseptal, soit en antéroseptal. Ça, c'est le quinte, et de ce côté, on parle d'un quinte de siège antéroseptal. Et là, ça, c'est le quinte le plus difficile à ablater, c'est le quinte mid-septal qui se siège à côté du nœud auriculo-ventriculaire. Donc, en revenant à notre électrocardiogramme, donc c'est quoi? C'est que juste en analysant l'électrocardiogramme, qu'est-ce que vous pensez de la localisation de ce faisceau accessoire? Les jeunes, là, les jeunes, qu'est-ce que vous nous dites?
Il est gauche ou droit? Regardez V1. Il est gauche, professeur. Pourquoi? Parce qu'il est positif en V1, ça veut dire qu'il vient de la gauche. D'accord. D'accord. Après, maintenant qu'il est à gauche, il est où à gauche? En latéral, en antérieur, en postérieur? Combien de positivité en inférieur? Nous avons appris qu'on va regarder en inférieur combien de dérivations inférieures sont positives. Mais la suite de l'algorithme, je ne l'ai pas encore maîtrisée. Didier, remonte-nous l'électro. C'est que personne ne parle pour qu'on regarde l'électro. Parce que quand on parle, on perd l'image. D'accord. Donc, vous voyez l'électro? Est-ce que vous voyez l'électro? Oui. D'accord. Donc, en inférieur, on a une onde delta qui est négative en D3 avec un aspect QS qui est négatif, complètement négatif en D3. On a VF, on a l'onde delta, elle est négative avec quand même le QRS qui est isoélectrique, d'accord? Mais onde D2, l'onde delta est positive et le QRS est positif. On a VL et onde D1, l'onde delta est positive. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Alors, c'est latéral gauche. Non, mais l'onde delta, elle est positive en D1 et en AVL. S'il était de siège latéral, on devrait avoir une onde delta qui est négative en AVL et en D1. Alors que ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est plutôt septal. Oui, probablement. Alors, non, ce que j'ai retenu, moi, de la localisation, pour déterminer le siège, ou bien la localisation de la voie accessoire, donc on regarde V1. Si le QRS, s'il y a une onde R qui est dominante, ça veut dire que le QRS il est positif, donc c'est gauche. Si le QRS il est négatif en V1, ça veut dire soit septal, soit droit. Et là, pour faire la part entre les deux, il faut regarder V2 et V3 et regarder surtout la transition. Si la transition est entre à V2 ou à V3, donc c'est plutôt septal. Mais si la transition il est au-delà de V3, ça veut dire il est à V4 par exemple, c'est plutôt droit. Donc c'est un 15 plutôt droit. Par la suite, on regarde les dérivations inférieures, d'accord? Si l'onde delta est négative au niveau des dérivations à VF D3, donc c'est probablement le 15, il est de siège postérieur, d'accord? Si l'onde delta il est positif en AVF et en D3, donc ça peut être soit antérieur, soit latéral. Et à ce moment-là, il faut regarder D1 et la VL. Si l'onde delta est négative en D1 et AVL, donc c'est latéral. Si l'onde delta est positive en D1 et AVL, c'est plutôt antérieur. Donc là, on a l'onde R, elle est dominante en V1, donc c'est gauche, d'accord? On va aller aux dérivations inférieures. On voit que le QRS est complètement négatif en D3, avec une onde delta qui est négative en D3. L'onde delta aussi, on voit qu'il est un peu négatif en AVF, donc probablement il est postérieur. Et plus que ici, il n'y a pas d'onde delta, et plus que l'onde delta en D1 et en AVL, il est positif, donc c'est probablement que c'est postérieur. Donc c'est probablement postérieur gauche ou postérieur septal gauche. Là, ici. Je ne sais pas si c'est vraiment postéro. Voilà, moi, je suis d'accord avec toi, Mazou. C'est extrêmement difficile parce qu'un postérieur qui est positif en D2, en général, c'est rare. C'est postéro-septal. Ouais, postéro, c'est peut-être postéro-latéral. Non. C'est postérieur gauche.
parce que V1 est complete R. Big R. So this is a left posterior. The explanation of Hadidi is very good. I will say it in English. He said, look at V1, it is completely positive. This is left side. And look at 3 and F. If you find it negative, so this is posterior. This is a simple approach to the localization of the accessory pathway. Il faut muter. Il faut muter. S'il vous plaît, laissez le professeur Mervat continuer son explication, que tout le monde mute. Ok. Professeur Mervat, on t'écoute. Oui. I explain again, but in English, and you can translate, Dr. Yes. Boni. Yes. Translate. Localization, a simple approach to localization of accessory pathway. We published it in Egypt, and we call it EG algorithm. Very simple. You look at V1, as Hadidi showed us. If you find a complete R, this is left side. If you find transition, it is not big R, it is transition. The big R is in V2, this is septal. If it is after V2, like V3 or V4, it is right. So left side, you will find big R in V1. Septal, you will find the big R in V2. Right side, you will find it in V3. So, and then you look at... Wait a minute, okay. Mervat. Yeah. Donc, le professeur Mervat dit qu'elles ont corrigé en Égypte plusieurs procédures et ils sont arrivés à des critères égyptiens, mais qui sont assez proches de la réalité. Et donc, on regarde d'abord V1. Bon, là, je crois que tout le monde, quels que soient les algorithmes, on est d'accord que quand V1 est positif, on est à gauche. Et maintenant, il faut regarder la transition au niveau des précordiales. Si la transition, donc ça veut dire que le R, le plus important, où est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il est, si la transition se fait à V2, là, on est septal. Si la transition se fait à plus de V2, c'est V3, V4, on est à droite. Then you look at the inferior leads 3 and AVF. If you find them positive, then it is anterior. If you find them negative, then it is posterior. You combine what you see in the precordial leads and the inferior leads. Very simple. Donc, il faut regarder les dérivations inférieures. Les dérivations inférieures, on le retient bien, c'est D2, D3, AVF. Si dans les dérivations inférieures, on a une positivité, si on a une positivité, donc de l'onde de delta ou bien du R, là, qu'est-ce qu'elle a dit? On est dans quoi? Antérieur. On est antérieur. Donc, si on a une positivité, on est antérieur. Alors que si on a une négativité, là, c'est le postérieur. On est postérieur. C'est très simple et very easy. Donc, ici, là, sur ce tracé, on a vu qu'on a positif en V1, plus une transition qui était plutôt, rappelez-moi, la transition était entre V2 et V3, non? Non. Je pense que c'était après V3. Hein. C'était bien après V3. V2 et V3. Pardon? Entre V2 et V3. Oui, c'est ce que je dis. La transition était entre V2 et V3. Non, exactement. V3 était positif. Hein. V1, V2, V3 était positif. V2 c'est septal. Septal, V3 et V4, c'est le droite. Oui, mais la transition était où? Est-ce qu'on peut voir la transition? La transition était, à mon avis, en V2, V3. Comme ça restait positif. Exactement. Ça restait Vous positif. parlez du cas de Hadidi, oui. Oui. So as the ECG Hadidi. Hadidi. Le ECG. Remontre encore.
Montre le ECG. Est-ce que vous le voyez? Non. Oui, maintenant, oui. Maintenant, c'est le V1. Non, on n'a pas vu. Attendez, ne parlez pas. Quand il montre, ne parlez pas pour qu'on voit tous. Montre-nous. Oui, je le vois. Hanafi, yalla. Hanafi. J'arrive pas à voir maintenant. Oh. Mervat, ne parle pas quand il monte. Parce que quand tu parles, ça disparaît. OK. Je vois pas. Ah, Didi, remontre-nous. Oui, je suis. Le téléphone, on regarde de l'écran de. Montrez-nous le V3, V4. V4, voilà, c'est comme ça. Bon, la transition, c'est. Non, ne parle pas, Hanafi, pour l'instant, ne parle pas. Laisse-nous regarder, on n'a pas vu. C'est problématique. Oh là. OK. So weird. When he speaks, yeah. Okay. Hanafi, do you have one? Yeah. Do you have an ECG of Wolf? Okay, that's enough, Hadidi. Now we go to Muhammad Saeed. Are you back? Muhammad Saeed had an emergency case. I hope he's back now. Muhammad Saeed. No. Okay. Muhammad Musallami. Okay. Hanafi, do you have an ECG of Wolf? I can make you a host and you can share it with us. How about No. I'm in my office right now. ما عندي ولا شيء. Est-ce que vous voyez cet électrocardiograme? Est-ce que vous voyez l'électrocardiograme? Est-ce que vous voyez là maintenant? Maintenant, oui. Boss Hadidi, send it to me. I will share it to the screen and you can show it to us. Send it to me WhatsApp. Can you send it to me? D'accord. Maintenant. D'accord, OK. Send it to me on WhatsApp. I will share it. D'accord, professeur. Okay, yalla. Muhammad Saeed has an emergency case in the cath lab. He excused me half an hour ago. I hope that he can join very soon, or he will deliver his presentation next time. I have a message from someone. ثانية واحدة نشوف مين. Voilà, il faut que Hadidi parle pour répondre la main. From Fontana, Fofa, Dawuda. اوكي طيب نشوف بقى كده. اوكي حديدي. Which kind of case je suis en train de le transférer, professeur. Oui, c'est حديدي. Il est en train. Oui, il est en train. D'accord. Send me. Presque 5 secondes, donc. Oui. C'est à travers la connexion, d'accord. Il va y arriver dans 2 secondes. C'est bon, tu peux regarder ton WhatsApp, professeur. OK. Je regarde my WhatsApp now. D'accord. OK, oui. Oui. OK. Now I will take your seat. Okay, claim host. Okay, now. Okay. I will share screen. Bismillah. تعالي انه يلا. Start. Okay. نهى تعالي معايا هنا عشان هعمل البرزنتيشن من عندي عشان هو من الموبايل؟ من على الموبايل. Do you see my screen now? Do you see my screen? Yes.
Yes, okay. تعالي إنه هاتي لي الواتساب بقى. Okay. لا تعالي هنا بقى. Share device audio on. Yeah. أهو. يلا عشان متأخرين. أنا فاتحاها السكرين على من الواتساب فاتحاها. خلاص كده. Do you see my screen? Yes. Do you see the cases? Yes. Okay, great. Now I will go to the ECG. Okay. This ECG, do you see? Non, c'est encore en bas. En bas, ماشي. تحت. Not this one. Yes. Voilà, this is a nice one. I like this one. En bas, c'est pas le même. Non, c'est très bien ECG pour localisation. D'accord, oui, mais ça, c'est un autre cas. Oui, c'est un autre cas. Non, professeur, c'est en haut. Non, tu peux monter en haut. بالأعلى professeur. بالأعلى. Voilà, here. Non, بالأعلى. بالأعلى. This one. Non, c'est pas lui. C'est l'avant. C'est اللي قبل منه. الذي. This one. Non, remontez un peu, professeur. Remontez un peu. pas prof. Voilà, c'est ça. يا عم ده معوج بقى هعدله لك ازاي بقى؟ خلاص بقى. سيبك من ده. خد ده. لوكالايز. يلا خلاص بقى يا حديدي. On peut regarder celui-là, d'accord. حنفي. Yes. This white ECG, can you localize it, please? As we said, do you see it clearly? Full screen. V1 here is positive, yeah? Yes, V1 is completely positive and V2 is hiding it. You can see it, yes. So V1 is positive. How about the inferior leads, 3 and AVF? Inferior leads negative D2, D3, AVF. Yes. They are negative? Yes. So what is the localization? It's a left posterior. Yes. This is a left posterior accessory pathway. It's very easy. Non. Et puis moi, je vais rajouter, regardez, il y a un crochetage du QRS en V2. Oui. D'accord. Donc en D2, il y a un crochettage du QRS. Donc, c'est probablement dans le sinus coronaire. Oui, c'est ça, oui. Voilà, oui. il y a un crochettage. C'est vous voyez, là, ça ne prête pas à discussion. Tout est positif en inférieur. C'est sûr qu'il est postérieur. Mais sur l'ECG précédent, le D2 était positif. Donc, c'est quand même difficile d'avoir un postérieur pur avec un D2 négatif. C'est là où on n'était pas tout à fait d'accord avec le professeur, en fait. Mais là, c'est clair qu'il est postérieur et avec l'encoche sur le QRS en D2, c'est sûr qu'il est. Il faut aller le chercher dans le sinus coronaire, celui-là, postérieur. C'est vrai. Mais there are some exceptions to this rule. But yes, exactly. If you find, we can't conclude without AP study. We can't. Of course, but at least when you start the patient on the table before you go, look thoroughly, look very good to the surface ECG to know where to look for it inside the heart. You have to look at the ECG, and when you connect the patient on the table, you have to make sure that V1 is in place, V2 in place, and the limb bleed, the right arm is connected correctly so that you are not confused inside the cath lab. Okay? Okay, we go to the next ECG, which is a very nice one also. Yalla, who wants to answer? Hadidi, you answer this ECG, please. Come on. Alors, je commente l'électrocardiogramme. Oui. Donc ici, on a c'est tracé, j'ai emporté des tracés d'un vidéo qui est publié sur YouTube, qui a été présenté, une présentation qui a été présentée par Dr. Omnia Yousf, le professeur Mervet, sur la localisation de la voie accessoire.
Donc, sur le deuxième sujet, on voit que alors, en V1, je vais pas voir. Donc, en V1, on a l'onde R, il est négatif, d'accord? En V2, il est positif. Donc, c'est septal. Donc, c'est probablement septal. D'accord? Oui. On va aller regarder les dérivations inférieures. On va regarder la VF et D3. Donc, on voit que le QRS est complètement négatif. On a VF et on D3. D'accord? Donc, c'est probablement postérieur. Donc, c'est postéro-septal. Exact. Droite. Très bien. Oui. Très bien, Hadidi. D'accord. Il faut préciser postéro-septal droit. C'est bien ça, non? Droite, bien sûr. Voilà, il faut préciser la cavité. Oui, c'est ça. D'accord. Pour le... Et si je peux juste me permettre une remarque sur les localisations postéroseptales, je pense que c'est quand même important de dire que une fois qu'on est en postéroseptal, le caractère droit ou gauche, il est très aléatoire. Parce que des fois, on part sur des postéroceptales. Il faut toujours savoir qu'en fait, une voie accessoire, on décrit anatomiquement qu'il s'agit d'un manchon musculaire, mais en réalité, il s'agit d'un faisceau qui a parfois une essence unique et une insertion multiple. Donc, parfois, notamment sur les localisations postéroceptales, il ne faut jamais avec certitude dire que c'est un postéroceptal droit et pas gauche, parce que ça peut vouloir pas dire grand-chose en pratique. C'est juste la petite... Je ne sais pas quelle est l'expérience du professeur Mervat sur la question, mais nous, en pratique, on se méfie souvent des localisations postéroceptales, diagnostic de certitude électrocardiographique. D'accord. Oui, très bien. Comment tu expliquerais, comment est-ce qu'on expliquerait justement la morphologie en V1 si tu as une préexcitation évidente qui est négative? Comment est-ce qu'on expliquerait qu'on soit peut-être donc à gauche avec cette morphologie? Non, en fait, c'est sur le plan pratique au moment de l'ablation. Parce que quand vous dites postéroceptal droit, vous partez sur un abord droit, a priori, vous vous mettez à l'ostium du sinus coronaire, vous cherchez à cet endroit. Mais parfois, vous pouvez ne pas avoir des bons critères d'ablation parce qu'en fait, vous avez juste la naissance du faisceau qui est à cet endroit, mais l'extension se fait de l'autre côté. Donc, en général, il faut faire le transseptal pour repartir chercher la suite du faisceau ou alors faire un aortique rétrograde. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, la naissance peut être droite, mais en fait, pour avoir le endpoint à l'ablation, tant que vous n'allez pas à gauche, vous n'aurez pas le faisceau, en fait. Oui, mais sur le plan pratique, quand tu as une morphologie comme celle-là, qu'on vient de décrire, j'imagine que n'importe quel électrophysiologiste va d'abord aller du côté droit pour essayer d'ablater. Maintenant, en cas d'échec, c'est comme tout. Voilà. On sait d'ailleurs, je pense que le bosseur, c'est Saïd, la semaine dernière, nous l'a bien dit, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais s'entêter à vouloir ablater un endroit si vous n'y arrivez pas. Il faut toujours penser que ça peut être dans la cavité contrôle-latérale. Et en fait, je voulais demander un peu au professeur Mervat ou au docteur Hadidi, sur cet électrocardiogramme où en D2, il est négatif, pourquoi une localisation para-haïtienne un peu, bon, pas très haute, mais para-haïtienne ne vous paraît pas probable aussi, ou vous l'éliminez d'emblée? Alors, quel tracé? Lequel? Sur celui qu'ils ont présenté là tout à l'heure. Parce qu'ils ont donné postéroceptal droit, mais il y a un D2 qui est quand même négatif. Et donc, on a 2 des 3 dérivations inférieures qui sont négatives, qui sont positives. Vous voyez? Il parle de celui qui est en haut. Non, celui qui est en haut, professeur. Oui. Il parle de celui qui est en haut, qui est donc... Non, en haut. En haut, professeur. Oui. Je suis... Oh.
Ah, maintenant. Lui, il a posé la question sur le tracé qui... Voilà. Un autre ECG? Hadidi? Oui, mais professeur, docteur Bikoté, il a posé la question sur l'électrocardiogramme sur lequel on a dit que probablement que la voie accessoire nie à côté du sinus coronaire. C'est ça, docteur Bikoté? Oui. Oui, Roman, voilà, c'est la merveille. Celui-là. Oui, celui-là, oui. Ici, le blanc. Non, pas le blanc, le rouge. Le rouge? Oui, voilà, oui. Là, c'est bon. Oui, OK. Donc, le docteur Bekouti posait la question de savoir pourquoi ça ne pourrait pas être un para-haïtien. C'est ça, Jean, oui, tu disais? Oui, je me posais la question. Parce que d'après son algorithme que lui, il utilise le plus, il faut regarder si on a les trois dérivations négatives, enfin les dérivations inférieures, négatives, ou alors c'est deux ou c'est une des trois dérivations. Et ici, là, on voit effectivement qu'en D2, on a une positivité, alors qu'en D3 et AVF, on a une négativité. Et donc, pour lui, ça pourrait être para-haïtien. C'est bien ça, non? Oui, c'est ça. Avec un V3 positif, ça pourrait être para-haïtien aussi. Mais this ECG is not para-haïtien. This is posterior because of 3 and AVF. But if you find only lead 2 or 3 negative alone, AVF positive, lead 3 positive, and lead 2 negative, then you think of para-haïtien. And you have to see V1 completely QS pattern. This is what I know about para-haïtien. So if you find differences between 2, 3 AVF regarding one of them, not the AVF, if the 3, number 3, limb lead 3 is negative and the others are positive, then think para-haïtien, and you have to confirm by QS pattern, complete QS pattern in V1. This is para-haïtien. Moi, si vous me permettez, quand même, parce qu'on imagine que les gens sont un peu perdus, ils se demandent, bon, finalement, c'est quoi le bon critère? Je pense que le docteur Bekouti l'a dit au début et tout le monde l'a dit, et on le sait très bien, c'est important d'apprendre tous ces critères de localisation. Mais il ne faut pas qu'on devienne dépressif parce que un coup, on pense avoir compris, un coup, on n'a pas compris, parce que c'est clair que les critères sont discutables. Il n'y a pas un critère qui donne 100% de bons résultats. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, il faut aller en électrophysiologie, il faut mettre les sondes. Quand on a au moins une orientation à partir du V1, après, finalement, on peut se rendre compte que ce qu'on a pensé n'est pas exactement ce qu'on va trouver avec nos cathéters. Donc, la localisation du faisceau de Kent, c'est quelque chose qui n'est pas simple, mais il faut l'apprendre parce que finalement, on va se tromper le moins possible quand on a bien appris. Mais on arrive toujours parfois à ne pas avoir la bonne localisation électrocardiographique si on ne part pas avec les sondes. Oui. OK. Dr. Boni? Yes. Ciao. C'est fini, il n'y a plus... On a terminé, il y a... Oui. Mais il y avait un autre cas que tu voulais nous montrer? Non, Saïd has a case in the cath lab. I will keep him he will present next time. Okay. Dr. Mohamed Saïd va présenter le prochain jeudi le accessory pathway, le voile accessoire. D'accord. D'accord? Okay. Merci beaucoup à tous. Okay. Mais professeur Mervat, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Oui.
Oui, alors dans votre centre, sur les ablations de voies accessoires, vous utilisez les cathéters irrigués ou des non irrigués? Irrigués pour les voiles gauche et non irrigués pour la droite. Oui, non irrigués pour le droite, anteroseptal. Mais le droit posteroseptal ou posterior, right posterior, droit postérieur, irrigated tip. Irrigated tip for left-sided accessory pathway, for posteroseptal accessory pathway, for right posterior, right posterolateral accessory pathway, but non-irrigated for the anteroseptal or right anterior accessory pathway because I don't want deep lesion in order to avoid hurting or ablating or causing heart block for the AV node or the HIS. So I use the irrigated tip all the time, mostly all the time. For the posteroceptal, it is very needed because sometimes you have to ablate within the ostium of the coronary sinus. Yes, yeah. Translate ya Hanafi or Dr. Boni, please. Avec plaisir. Dr. Boni ou moi? Vas-y, j'aime beaucoup parler, vas-y. Professeur veut dire à propos des ablations, la plupart des temps, on utilise les sondes irriguées. Généralement pour le postéroceptal, parce que c'est obligatoire même qu'il faut utiliser l'irrigué pour le postéroceptal. Parce que c'est un peu, vous savez bien que quand on entre au niveau du sinus coronaire, parfois la température, elle nous permet pas de faire l'ablation, de faire notre minute d'ablation. Oui. Quand la température, généralement, parce que c'est fermé, le CS, il faut avoir l'irrigué. Pour qu'on aille, on peut avoir une minute, après on peut refaire une autre minute d'ablation et tout ça. Généralement, pour l'antérieur, c'est plus rare d'utiliser l'irrigué. C'est généralement pour le postéroceptal et postérieur, on utilise l'irrigué. Voilà. Voilà. Oui. Et pour la droite, tu as dit que quand on est à droite, tu utilises quoi? Le postéroceptal, c'est l'irrigué. Right lateral, right posterior, irrigated tip, but right anterior and anteroseptal. Antérieur, non. Non, a regular catheter, ablation catheter. Professeur Mervet, pourquoi on n'utilise pas l'irrigué partout? Pourquoi pas? Parce que je ne veux pas heart block on anterior septal or anterior accessory pathway because very close to the AV node. With irrigated tip, you can make deep lesion. Exactement. Exactement. Merci, professeur. Alors, Jean, tu as posé la question, tu avais peut-être une arrière-pensée. Toi, c'est quoi ton expérience? Oui, parce que, enfin, ce qui est décrit dans la littérature, c'est qu'on a quand même un taux de récidive moins important avec les cathéters irrigués qu'avec des non irrigués. Ce qui est décrit, donc indépendamment du risque de bloc AV. Moi, par exemple, à cause du coût du cathéter irrigué, moi, je n'utilise que des non irrigués au Cameroun. Par exemple, je fais toutes les ablations en cathéter non irrigué. Après, on n'a pas encore une cohorte suffisamment importante pour que j'évalue un peu le taux de succès, les récidives, etc. en fonction du type de cathéter que j'ai utilisé. Mais pour l'instant, sur mon expérience au Cameroun, ce n'est que les cathéters non irrigués qu'on utilise. Mais effectivement, classiquement dans la littérature, si vous pouvez, bien sûr, le seul cathéter irrigué. Après, je n'avais pas la petite astuce que le professeur Mervat a souligné avec un risque de bloc AV moins important sur les cathéters non irrigués pour les voies antéroceptales. Je verrai ce que ça donne. Oui. Professeur Boni? Oui. Ça suffit? Oui. Je pense que là, on a quand même fait le tour. On est monté à un pic de 26 personnes. Là, on est 19, ce qui est quand même une bonne dynamique après 2 heures de conférence. Donc, merci à tout le monde. Une fois de plus, un grand merci à Mervat et à toute son équipe. Merci à tous les apprenants. Nous tous, nous sommes des apprenants, on apprend tous les jours. Et donc, j'espère que
vous avez appris quelque chose aujourd'hui à partir donc des communications qui ont été faites. On comprend que l'électrophysiologie est passionnante et puis l'ablation du faisceau de Kent est quelque chose qui est faisable. Il faut avoir les bons repères et il faut s'entraîner et on arrive toujours malgré quelques contraintes, mais en sachant effectivement que ce n'est pas sans risque, comme le docteur Bekouti l'a dit, ce n'est pas sans risque, mais on y arrive toujours quand on s'y met. Merci à tout le monde et on se reprend donc la semaine prochaine. On va continuer dans la même dynamique et dans la même thématique, c'est-à-dire les voix ce soir par d'autres orateurs et d'autres cas cliniques. Et donc, merci à tout le monde. Merci à vous, docteur Boni. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye bye. Merci, bye bye. À jeudi prochain. À jeudi prochain. Inch'Allah. Salam alaikum Hanafi. À jeudi prochain. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous.